Elle entendait des voix et elle avait l'impression que les gens lui en voulaient et qu'elle était un peu persécutée, y compris par sa famille. On a commencé à évoquer le diagnostic de schizophrénie, qui fait assez peu de doute sur un plan clinique, même si on reste rigoureusement dans un contexte de premier épisode, puisque les symptômes évoluent depuis un petit peu moins d'1 an encore. Je pense que le diagnostic de schizophrénie fait encore peur, et je pense qu'il fait peur notamment à la population générale, peut-être même davantage qu'aux patients et à leurs familles. La schizophrénie est une maladie méconnue et pourtant répandue qui touche près de 1% de la population mondiale, tous sexes et milieux sociaux confondus. En France, elle ne concerne pas moins de 600 000 personnes. On sait qu'aujourd'hui, il y a 1 personne sur 5 qui risque d'être atteinte au décours de sa vie par une maladie de type psychose. Ces psychoses, dont la schizophrénie fait partie, se caractérisent le plus souvent par une perte de contact avec la réalité. Des troubles encore incompris du grand public. C'est la maladie auxquelles sont attachés les stéréotypes les plus négatifs. Dangerosité, violence. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle que de ça. On pense tout de suite au délire, aux hallucinations. Mais la schizophrénie, c'est bien plus que ça. Souvent associé à tort à la folie, le terme de schizophrénie est entré dans le langage courant. Une banalisation inquiétante qui pousse parfois les patients à cacher leur maladie. Quand la maladie arrive, disent en fait c'est un tsunami qui nous arrive. Et face à un tsunami, vous ne savez pas quoi faire. Nous avons voulu savoir pourquoi cette maladie est-elle si complexe à diagnostiquer. Si la recherche avance et permet désormais de mieux détecter et de mieux soigner la schizophrénie, la société, elle, peine à comprendre ces malades. Chercheurs, médecins, patients, tous ont accepté de nous aider à décrypter les dessous d'un mal tabou, ses facteurs à risque et ses évolutions, pour comprendre comment nous pouvons basculer de l'autre côté de la raison. La maladie s'est enclenchée chez moi il y a 25 ans. Au début, je comprenais pas au fait ce qui m'arrivait. Je comprenais pas. Pour moi, mon délire était la réalité. J'arrivais pas du tout à distancier, j'arrivais pas du tout à me dire il y a quelque chose qui va pas. Petit à petit, j'ai eu des idées délirantes. J'ai commencé à me prendre pour le sauveur de l'humanité. Et voilà, c'est là vraiment où j'ai fait ma première bouffée délirante. Il y a 10 ans, après des années d'errance médicale, les médecins diagnostiquent à Philippe une schizophrénie. Une maladie avec laquelle il a dû apprendre à vivre. Au début de ma maladie, au fait, tout ce qui était tâches de la vie quotidienne, j'avais énormément de mal. C'était très très difficile. En fait, je souffrais d'une certaine apathie, d'un manque de motivation. Et vraiment, j'avais une incapacité à me prendre en charge. Maintenant, je prends vraiment goût, quoi, dans les tâches du quotidien. C'est un peu des repères qui jalonnent ma journée, au fait. C'est important d'avoir des rituels. En fait, c'est pour moi un pas vers la normalité, quoi. J'oublie parfois l'instant, hors la vie comme absent, quand trop d'angoisse abonde, me rendant sourd au monde, quand l'air que je respire oppresse mes désirs. Philippe compose des musiques sur lesquelles il pose des mots sur une maladie restée longtemps taboue pour lui et ses proches. La musique, au fait, me permet
d'oublier la maladie et aussi, oui, d'exprimer des choses que je n'oserais pas dire. En fait, c'est une forme de refuge où j'exprime des états d'esprit. Chaque morceau correspond à un état d'esprit à un moment T. Tous les morceaux que je fais, enfin j'en ai fait à peu près 80, c'est un peu ma mémoire, au fait. Voilà. J'ai toujours, au fait, avec la maladie, l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, qu'à un moment donné, une crise peut resurvenir, que je peux être réhospitalisé. J'ai tendance à considérer ça comme un échec par rapport à tous les efforts que je fais pour essayer d'être dans la normalité. Mais là, ça fait quand même 10 ans que j'ai pas été réhospitalisé. Donc, ça va mieux. Je me suis un peu réapproprié ma vie, quoi. Pathologie chronique et incurable, les schizophrénies peuvent être multiples. Elles se caractérisent par une désorganisation de la pensée et une perception altérée de la réalité. Les symptômes les plus fréquents sont des hallucinations visuelles et auditives, des comportements désorganisés, mais aussi un repli social et des troubles de la concentration et de la mémoire. La schizophrénie fait peur et nourrit un imaginaire très loin de la réalité des patients. Dans ce contexte, leurs proches se retrouvent désemparés face à une maladie qu'ils ne comprennent pas. Le besoin de se regrouper, de se former, de s'entraider devient alors vital. Nous avons suivi une réunion du programme Pro-Famille. Elle propose à l'entourage des patients un suivi sur 2 années. Je suis très contente de vous revoir tous pour notre deuxième séance du deuxième module. Et je vois que vous êtes tous là, ça me fait plaisir. On va commencer par faire un petit tour pour prendre des nouvelles des uns des autres en 3 mots pour dire que comment ça va. Est-ce qu'il y en a un qui veut bien commencer? Ça va bien, Timothée va bien, il va mieux. Il est dans un lycée et il a plein de copains. Il reconstruira des copains, donc c'est vraiment très très bien. Très positif. Je vous remercie. Dominique? Je me félicite d'avoir soufflé et pris les forces. Bon, ben là, on est dans un creux de vague. Guillaume donc avait changé de protocole cet été. Ça marchait super bien. Il a été pris en charge par une équipe en hôpital de jour avec psychoéducation. Et alors, un miracle. Mais ça marche? Mais toutes les semaines, il allait de mieux en mieux, mais d'une manière absolument extraordinaire. Et on était en train d'envisager en janvier une formation et une autonomie. Et là, patatras, il y a 3 semaines, je l'ai retrouvé très confus. Et depuis, son état s'est vraiment, vraiment dégradé. Il s'est passé quelque chose? Il y a eu un stress? Alors, il y a plusieurs facteurs déclenchants. Il est possible qu'il y ait eu du stress. Moi, je le soupçonne d'avoir fumé du cannabis et je me suis jamais trompée. D'abord, il est très sensible à ça. Il fume, il délire. Enfin, alors là, c'est QFD. Ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il se disait qu'il allait bien et qu'il pouvait peut-être essayer de fumer un petit joint pour voir, comme tout le monde, etc. Voilà, il a vu. Merci Dominique. Alors, Xavier? Nous, on est dans une période un peu difficile là, en ce moment. Élie a arrêté de prendre son traitement il y a 1 mois. Et en plus de ça, il veut voir aucun médecin. Voilà. Heureusement, la semaine dernière, on a réussi à faire venir les médecins du CMP, ils se sont déplacés. Et puis ils ont appelé le SAMU, les pompiers, et Élie a accepté de partir sans aucune... ça s'est vraiment passé en douceur, donc c'était très bien. Bien plus qu'un groupe de parole, ce programme de psychoéducation importé du Canada permet aux familles d'acquérir des connaissances sur la maladie et des techniques de gestion des crises. On sait aujourd'hui que cette prise en charge a une réelle incidence sur le nombre de rechutes. Quand on prend en charge l'entourage, les familles de patients qui souffrent de schizophrénie, l'effet sur les rechutes permet de diviser par 4 la première année le nombre de rechutes et 2 les années suivantes. C'est-à-dire que l'effet que vous observez est le même que celui du traitement médicamenteux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye
de mettre en pratique ce qu'on a vu, ce que vous deviez réviser, sur comment est-ce qu'on montre à l'autre qu'on l'écoute. Donc je vous propose d'aller dans la pièce à gauche, de faire 2 cercles, à peu près identiques si possible, pour que vous ayez chacun un vis-à-vis. Les personnes du cercle intérieur vont parler de leurs vacances aux personnes du cercle extérieur. Les personnes extérieures se taisent, je ne veux pas les entendre, mais essayent de montrer comment on écoute. Comment est-ce qu'on montre corporellement qu'on écoute. Vous avez 3 minutes. Et je sais que dans un mois de vacances, à ne rien faire, etc., un peu lire, un peu la télé, et rebelote à midi, on va amener en forme. Cet exercice, c'est effectivement pour montrer comment on communique avec l'autre de façon non verbale et comment le fait d'écouter l'autre, si on est dans la communication en bougeant la main, en regardant bien l'autre dans les yeux, en penchant un peu la tête, en montrant en fait de tous les signes possibles qu'on écoute et qu'on est attentif à ce que l'autre nous dit. C'est des situations qu'ils peuvent vivre à la maison quand en fait ils ont leurs proches qui commencent à raconter des choses et puis qu'on se dit oh bah là il m'a déjà raconté la même chose, je vais pas écouter. Et donc l'autre sent qu'on ne l'entend pas, qu'on ne l'écoute pas. Donc c'est un peu, on va dire, montrer vraiment de façon un peu plus explicite que d'habitude peut-être, qu'on prend soin d'écouter l'autre. Alors, je vous propose qu'on retourne autour de la table et vous allez nous dire ce que vous avez remarqué en écoutant. J'appelle cette formation une caisse à outils de stratégie, de moyens pour appréhender chaque événement du quotidien, que ce soit des crises, que ce soit des améliorations, que ce soit des gestes qui sont mal faits, etc. Donc oui, c'est très, très formateur et très intéressant. J'avais le sentiment d'être face à quelque chose que je ne comprenais pas. Comment vous dire? On a devant vous un malade, quelqu'un qu'on a porté, qu'on a élevé, qu'on a entouré, et qui ne parle plus la même langue, et qui est dans une autre réalité. Bon, avant d'en prendre conscience, on est complètement perdu. Quand on annonce un diagnostic, il faut essayer, d'une part, d'être réaliste, de ne pas mentir sur ce qu'est le diagnostic. C'est une maladie chronique, c'est une maladie qui peut avoir des conséquences graves chez les patients, douloureuses, difficiles, et bien évidemment, ce n'est pas simple. Quand la maladie arrive, disent en fait, c'est un tsunami qui nous arrive. Et face à un tsunami, ben, vous ne savez pas quoi faire. Le mythe de la famille coupable est encore présent, malheureusement. Face à cette détresse, le programme psychoéducatif aide les familles à faire face à l'aggravation des symptômes de leurs proches et à en limiter les conséquences. La mère d'un fils atteint de schizophrénie doit se lever à 5 heures tous les matins pour se rendre au travail. Son fils a tendance à se lever la nuit pour aller manger dans la cuisine qui est juste à côté de la chambre des parents. À votre avis, est-il nécessaire d'établir des limites? Beau petit panneau. Alors, waouh, on a 14 oui. Quand la tension familiale est en jeu et qu'on permet à celui qui est malade de faire des choses qu'on ne permettrait pas aux autres et que tout le monde en souffre, on met en place une limite, quelque chose qui ne se négocie pas, qu'on va évidemment pas réussir à mettre en place en une fois. Hein. Ça se fait petit à petit, en chaque fois rappelant que la limite est. Et on le rappelle de façon claire et concise et ferme. Merci, vous avez raison. La difficulté, c'est de faire le deuil de l'enfant idéal. Voilà. Il ne va pas faire Polytechnique, bien qu'il soit très très brillant. Il va vivre avec une pathologie toute sa vie, même s'il peut la surmonter et avoir quand même une vie pleine et sereine. Mais c'est pas ce qu'on avait imaginé. Voilà. C'est douloureux. Et je vois qu'autour de moi, les autres parents mettent énormément de temps à l'accepter. Les témoignages de personnes souffrant de schizophrénie sont rares. L'image négative dont elles pâtissent ne les encourage pas à assumer leur pathologie au grand jour. À 33 ans, Ludovic est sous traitement depuis 2006. Il accepte pour la première fois de parler de sa maladie. C'est une prison, la schizophrénie, en fait. C'est une prison, c'est une souffrance.
Et ça, il faut bien que les gens ils comprennent que les schizophrènes sont des gens normaux. Seulement, leur seul problème, c'est qu'ils souffrent de leur pathologie, en fait. C'est un silence où vous êtes enfermé. Comme si vous n'entendez plus rien. On essaye de vous parler, mais quelque part, vos oreilles sont fermées. Vous êtes plus ouvert à recevoir des informations, tout ça. Vous vous sentez seul, vous vous sentez opprimé, vous vous sentez pas normal. Vous êtes figé et vous avez l'impression de ne plus être utile, en fait, à personne. Ces symptômes peuvent avoir de graves conséquences. Les personnes souffrant de schizophrénie ont un risque 13 fois plus élevé de suicide que la population générale. La souffrance a été tellement forte qu'à l'époque, même le mot de schizophrénie, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Les hallucinations, aujourd'hui, telles que je les avais avant, ça fait des années qu'elles sont plus là. Les voix que j'ai entendues une certaine période, du jour au lendemain, elles se sont tues. Et j'ai été tranquille. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à repartir et aller de l'avant, en fait. Il faut y aller au courage, il faut avancer, avancer, avancer. La stigmatisation par la société complique aussi le travail des soignants. La peur d'être jugé, d'être violent, d'être fou sont des freins à une meilleure réinsertion. Je demande pas à la société de se pencher forcément sur le problème de la schizophrénie, mais juste d'avoir un regard juste, en fait. Le même regard juste qu'on a pour les autres maladies. Ni plus ni moins. Et nos patients, en fait, ce que pense la société de la schizophrénie, ils finissent par le penser eux-mêmes. Du coup, ça entraîne une baisse d'estime de soi, de se dire la société pense que je suis pas capable de travailler, donc ça doit être vrai, donc j'essaye pas. Dans le domaine de la schizophrénie, il y a vraiment un enjeu de société, à ce que la société, les pouvoirs publics puissent décider de mettre le paquet, entre guillemets, sur la prise en charge. Alors au sens large, ça veut dire bien sûr la recherche, ça veut dire toutes les mesures sociales pour lutter contre la stigmatisation, ça veut dire favoriser l'insertion professionnelle, les emplois aidés, la possibilité de soutenir les gens à réintégrer le monde. La schizophrénie fait l'objet de peu d'initiatives politiques. Seul psychiatre à l'Assemblée nationale, la députée Martine Vonner dénonce l'image négative attachée à cette maladie et travaille pour une meilleure prise en charge des pathologies mentales. Combattre les tabous de cette maladie, c'est vraiment un défi majeur. Et il faut vraiment qu'on arrive à parler de ce type de pathologie comme on parlerait en effet d'un autre handicap. Quand on est diabétique, les personnes qui sont obligées maintenant de se faire des piqûres d'insuline ne se cachent pas, ne se mettent pas dans un petit coin, tandis que quelqu'un qui est en grande difficulté avec un fonctionnement psychique et cérébral différent continue à se cacher. La santé mentale est le deuxième poste de dépense de l'assurance maladie, après les hospitalisations. Elle s'élève à 22 millions d'euros. Et pourtant, l'intérêt pour les maladies psychiatriques peine à rivaliser avec d'autres pathologies. Les pays anglo-saxons et les pays du Nord dépensent entre 10 et 12% du PIB sur cette question de la recherche, de la prise en charge, de l'accompagnement et de l'intégration professionnelle et sociétale. Nous en sommes, nous, à peine à 3%. Donc c'est vraiment il y a un décalage absolument énorme qu'on souhaite rattraper. La psychiatrie est encore un sujet tabou. Elle reste victime de sa mauvaise image et d'un manque criant de visibilité. Le handicap moteur, c'est quelque chose qu'on voit. La personne va être ou marcher avec une canne ou être dans un fauteuil roulant. Donc c'est quelque chose qui est très visuel. La pathologie mentale ne se voit pas sur la figure de l'individu. Le handicap psychique n'est une notion qui n'est reconnue que depuis 2005. Donc c'est une notion extrêmement récente. Et en matière de prévention et de dépistage, je ne peux pas dire que rien ne se fait, mais les actions aujourd'hui sont totalement insuffisantes. Le dépistage, la pose d'un diagnostic précis et rapide, c'est bel et bien l'enjeu majeur pour cette pathologie.
La schizophrénie concerne principalement les adolescents et les jeunes adultes. Parfois confondue par les familles avec une simple crise d'adolescence, la maladie pâtit de ce retard de diagnostic, car elle prend régulièrement le masque d'autres syndromes comme la dépression ou les troubles addictifs. On est dans une période entre, grosso modo, 15-25 ans. 15-25 ans, c'est typiquement une frontière, entre guillemets, entre la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte, entre le monde scolaire, le monde du travail ou le monde universitaire. Et ça, c'est une source de complexité. D'autant que la schizophrénie n'a pas de cause unique. C'est une maladie multifactorielle. Les éléments déterminant son apparition sont nombreux, prédispositions génétiques, expositions environnementales, mais aussi stress ou prise de cannabis, deux facteurs principaux pouvant déclencher la maladie. Le diagnostic ou la catégorie diagnostic schizophrénie, aujourd'hui, on sait qu'il y a des limites qui sont encore floues et beaucoup de choses qu'on comprend pas tout à fait. En fait, la schizophrénie correspond à la phase chronique d'un trouble qui évolue en plusieurs phases et qui va s'aggraver ou se stabiliser. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de commencer à comprendre un peu mieux, même si on en est, à vrai dire, encore avec beaucoup d'interrogations sur les processus qui fait que ça évolue. Peur du psychiatre, mauvaise orientation dans les soins, les patients accumulent souvent des mois d'attente avant de savoir de quoi ils souffrent. Problème, chaque crise provoque des séquelles irrémédiables. On a entre 1 et 2 ans de retard au diagnostic, c'est-à-dire 1 ou 2 ans pendant lequel le patient a éventuellement des symptômes, une dégradation de son état. Donc on a vraiment un délai qu'on aimerait réduire, un délai d'accès aux soins et à la prise en charge spécialisée. Dans le service du professeur Marie-Odile Krebs, la détection précoce des pathologies psychiatriques est une priorité pour éviter l'aggravation de la maladie. Je dirais que le principal challenge aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi des troubles vont évoluer ou pas et comment on peut changer le cours des choses. Et ça, dès le début. Si on prend une comparaison avec un modèle simple qui est le modèle du cancer, personne aujourd'hui ne remettrait en question l'intérêt d'un diagnostic précoce dans le cancer, d'un dépistage du cancer. Aujourd'hui, on est un peu dans la situation où quand vous présentez quelques symptômes, on vous dit « oh là là, surtout, c'est pas si grave que ça, c'est juste une crise d'adolescence ». Revenez dans un an, on verra. Alors j'exagère un peu quand je dis revenez dans un an, mais souvent c'est un petit peu le message qui est transmis ou entendu. Eh bien non, si vous avez un grain de beauté qui tourne mal, vous préféreriez qu'on vous dise attention, là il y a un risque, on n'est pas sûr, mais il y a un risque et donc on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour éviter que ça évolue vers un mélanome. Et c'est vraiment ça l'esprit. 60% des premiers épisodes psychotiques débouche sur une schizophrénie. L'effet bénéfice-risque d'une mise sous traitement est donc pesé par les soignants qui tentent de poser un diagnostic le plus rapidement possible. C'est une jeune fille que j'avais reçue en octobre et qui avait effectivement à l'entretien des symptômes psychotiques, à savoir chez elle des hallucinations, sachant qu'elle fume du cannabis à peu près 5 joints par semaine d'après ce qu'elle m'a dit. Elle avait été évaluée sur un centre hospitalier suite à une crise un peu aiguë en avril. Elle était ressortie avec un traitement antipsychotique qu'elle avait pris probablement assez médiocrement et elle était restée très symptomatique jusque-là. Le message absolu, c'est qu'il faut absolument consulter. Il ne s'agit pas de dire on va psychiatriser trop vite, on va mettre un traitement trop vite. La question principale, c'est de faire une vraie évaluation pour voir justement si c'est juste des symptômes passagers ou s'il y a quelque chose de plus complexe derrière. Une fois le diagnostic posé, les patients sont traités avec des antipsychotiques qui permettent de réduire les symptômes, des comprimés à prendre absolument quotidiennement. C'est au début des années 50 que les laboratoires se sont penchés sur la recherche de molécules pouvant inhiber les troubles de la personnalité. En 1958, le chercheur Paul Janssen observe que des coureurs cyclistes dopés aux amphétamines manifestent des symptômes semblables à ceux de la schizophrénie. Pour trouver un remède, il administre alors à des rats plusieurs molécules chimiques susceptibles de stopper l'effet des amphétamines. C'est ainsi qu'il découvre l'halopéridol, qui apaise significativement les symptômes de la schizophrénie.
Après la découverte de l'allopéridol, nous avons été très actifs dans la recherche de nouveaux traitements antipsychotiques. Et nous continuons à nous appuyer sur cet héritage depuis les années 50. Nous travaillons sur d'autres mécanismes qui ciblent spécifiquement la neuroplasticité au moment où le cerveau est encore en phase de développement, pour essayer d'atteindre des thérapies de prévention. Mais c'est encore un long chemin à parcourir. La principale difficulté à laquelle sont aujourd'hui confrontés les soignants est la mauvaise observance du traitement par les patients. 75% des patients ne prennent pas régulièrement leur traitement ou l'interrompent d'eux-mêmes. C'est malheureusement l'une des principales causes de rechute. Parfois, les patients ne se rendent pas compte que les phénomènes hallucinatoires, par exemple, qu'ils ont, le fait d'entendre des voix, c'est quelque chose qui est lié à un processus de maladie et considèrent que c'est normal et n'acceptent pas l'idée que ce soit une maladie. Donc n'acceptent pas forcément la nécessité du traitement. Trouver une solution pour que les patients suivent mieux leur traitement est une priorité. Depuis plusieurs années, 3 laboratoires internationaux concentrent leurs efforts sur des traitements qui peuvent être injectés par piqûre intramusculaire et qui évitent ainsi aux patients de devoir prendre chaque jour un antipsychotique. L'avantage des médicaments ayant une action prolongée, c'est que vous savez que le patient observe son traitement. Et donc, nous évitons les rechutes. Cela permet de se concentrer davantage sur la réhabilitation sociale et émotionnelle du patient, plutôt que sur son traitement. Le deuxième avantage, c'est que si le patient ne vient pas faire son injection, vous savez qu'il risque une rechute, et nous pouvons donc intervenir en conséquence. Ces médicaments injectables peuvent être administrés de façon mensuelle, et depuis janvier 2017, de façon trimestrielle. C'est un bouleversement, une avancée dans la prise en charge de la maladie. Ces piqûres permettent une diffusion plus lente du principe actif que la prise orale quotidienne et limitent ainsi les effets secondaires, souvent source d'abandon du traitement par les patients. Mais cette révolution reste pourtant en demi-teinte. Il existe beaucoup d'études qui cherchent à démontrer que le traitement sous forme injectable tous les mois a une meilleure efficacité que le traitement sous forme orale, mais il y a peu d'études qui s'intéressent au vécu du patient et à ce que le patient pense de ce traitement-là. Les représentations négatives autour de ce mode d'administration sont nombreuses et rebutent les malades. Faire adhérer les patients à ce type de traitement est un défi pour les soignants. Ce qui revient souvent, c'est la peur de la piqûre ou qu'on choisit à leur place alors qu'ils pourraient s'occuper de leur traitement, y penser tous les jours, ils se sentent capables de prendre leur traitement tous les jours, donc ils ne comprennent pas parfois pourquoi est-ce qu'on leur impose une injection tous les mois. Parents pauvres de la recherche, la psychiatrie tente de rattraper son retard et les initiatives dans ce domaine sont aujourd'hui prometteuses. Le cerveau, c'est un organe très très compliqué. Et en fait, comprendre ce qui ne fonctionne pas dans le cerveau et qui entraîne des symptômes, comme ceux des symptômes de la schizophrénie, c'est quelque chose qu'on commence à appréhender, mais qu'on commence simplement. On sait d'ores et déjà qu'environ 20% des personnes souffrant de schizophrénie développent une forme auto-immune de la maladie. Les patients possèdent alors des auto-anticorps qui se dirigent contre leur propre organisme. Ces molécules perturbent le passage de l'information entre les neurones. À l'université de Bordeaux, le laboratoire de Laurent Groc concentre ses recherches pour améliorer le dépistage de ces auto-anticorps et pour comprendre leur rôle. Il y avait un vrai doute dans le domaine depuis de nombreuses années. Et donc on a pu montrer, c'est démontrer que ces particules, ces molécules sont pathogéniques. Si je les mets en présence de neurones et de récepteurs, les récepteurs sont déstabilisés. Lorsque l'information passe entre deux neurones, elle franchit une synapse, sorte de pont qui comporte un émetteur et un récepteur mobile. Or, ces auto-anticorps déplacent le récepteur à l'extérieur de la synapse, réduisant la transmission de l'information au cerveau. Chez certains sujets sains,
On voit que le récepteur se comporte de façon absolument normale. Il reste un petit peu dans la synapse, il passe l'information et il ressort de la synapse et un autre vient et prend sa place. Par contre, si on met en présence ce synapse, ce récepteur en présence d'auto-anticorps de patients schizophrènes, il ne sait plus où aller, il ne reste plus dans la synapse, il passe de l'une à l'autre et il passe son temps à échanger et à explorer des compartiments dans lesquels il devrait normalement passer une information. Ces travaux de recherche ouvrent une piste de réflexion majeure. Proposer des traitements adaptés à l'aide d'immunothérapie sera peut-être dans un futur proche la solution pour cette population de malades. Si je prends une image, c'est comme avec une voiture. On a cherché pendant très longtemps à mettre le plein d'essence, à changer les pneus, à mettre un turbo dans le moteur, à essayer de tout faire pour que la voiture soit la plus puissante ou la bloquer d'une certaine façon. En fait, ce qui se passe vraisemblablement dans ces pathologies-là, c'est que le GPS est cassé, la voiture elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci avec ça, elle peut être activée, elle peut accélérer, elle peut freiner, elle peut faire tout ce qu'elle veut, et sauf qu'elle ne sait pas où s'arrêter, elle continue, elle vit sa vie totalement perdue. Et donc c'est un vrai changement de paradigme. Aujourd'hui, l'équipe de Laurent Groc se demande s'il n'y aurait pas un lien entre ces patients possédant ces auto-anticorps et les 30% de patients répondant mal au traitement antipsychotique. Sont-ils les mêmes patients? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les résultats de cette étude seraient une avancée majeure. Nous sommes partis à Nice, à la rencontre de l'immunologiste Nicolas Gleichenhaus. Il cherche lui aussi à comprendre pourquoi certains patients répondent moins bien que d'autres au traitement. Le principal problème aujourd'hui pour les médecins, c'est bien sûr d'établir un diagnostic, mais une fois que le diagnostic est posé, par exemple on a un patient qui est schizophrène, c'est quel est le meilleur médicament qu'on peut lui donner, sachant que tous les médicaments contre la schizophrénie ne fonctionnent pas chez tous les malades qui sont schizophrènes. Alors, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, ces malades que l'on regroupe sous le terme de patients schizophrènes, ils appartiennent peut-être à des groupes qui sont différents, dont certains réagissent à certains médicaments, alors que d'autres ne vont pas réagir aux mêmes médicaments. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la schizophrénie ne s'exprime pas toujours de la même manière et qu'un patient ne ressemble jamais à un autre patient parce que d'abord sa maladie peut être différente et il l'exprime en plus avec ce qu'il est et son individualité. Nicolas Gleichenhaus et son équipe ont démontré que la schizophrénie pouvait revêtir plusieurs formes. Ils ont confirmé le lien entre des troubles psychiatriques et certaines molécules appelées cytokines. Le taux de cytokines présent dans le sang d'un patient pourrait permettre de définir de quel type de schizophrénie il est atteint. Quand on fait une prise de sang chez un patient atteint de schizophrénie, quand on compare les données, les analyses sanguines de ce patient avec les analyses sanguines de sujets qui ne présentent pas ces symptômes, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de molécules, de marqueurs que l'on peut mesurer dans le sang, dont l'abondance est différente. La mesure de la concentration de ces cytokines pourrait ainsi permettre d'identifier le traitement qui aura le plus de chances d'être efficace chez un patient donné. C'est ce que l'on appelle la médecine personnalisée, une révolution. Notre idée, c'est qu'en fait, chaque groupe est caractérisé par une formule sanguine particulière, si on peut l'appeler comme ça, et que donc, sur la base d'une prise de sang, on puisse classer les patients dans différents groupes. Des travaux menés chez la souris confirment cette hypothèse. Les rongeurs à qui l'on administre des cytokines adoptent des comportements proches de ceux d'une personne présentant un trouble psychiatrique. Il y a certains symptômes qui sont modélisables chez la souris, par exemple notamment le retrait social et des déficits d'interaction sociale. On est capable en fait de quantifier le nombre de fois où elles ont des attouchements par le nez, le nombre de fois où elles font des poursuites, et on est capable aussi de chiffrer les déficiences, on va dire, en termes d'interaction sociale des souris modèles de la maladie d'intérêt. Ça permet de pouvoir, par exemple, mettre en place un traitement sur ces souris et voir si chez la souris, on est capable aussi d'améliorer le comportement qui est déficient chez la souris modèle. En utilisant ces modèles, on peut assez facilement essayer de voir si en bloquant un certain nombre de cytokines, on va pouvoir améliorer les symptômes et normaliser en quelque sorte le comportement de ces souris. Le grand enjeu à l'heure actuelle de la recherche, c'est véritablement de définir ces biomarqueurs, ces marqueurs biologiques pour, comme dans d'autres disciplines, en cardiologie, en cancérologie, en endocrinologie, avoir des marqueurs biologiques qui confirment les maladies.
Au-delà de la recherche de nouveaux traitements, l'autre défi que doivent relever les soignants est d'aider les patients à apprendre à vivre au quotidien avec une schizophrénie. La médecine ne doit plus seulement soigner leurs symptômes, mais aussi leur permettre de reprendre le cours normal de leur vie. À Paris, au centre de réhabilitation psychosociale de Sainte-Anne, Philippe a accepté d'aider à améliorer un jeu de déplacement dans une ville virtuelle destiné aux patients schizophrènes. Le joystick, il se manipule très simplement, hein, celui-là, c'est avant, arrière, droite, gauche. D'accord ? Donc tu peux faire un essai ici. Donc ce qu'on va faire, c'est repérer un petit peu les éléments qui nous paraissent importants, qui sont remarquables, on va dire. Qu'est-ce qui nous sert pour nous repérer dans une ville ? Le nom des rues. Ouais, par exemple. Le nom des rues, donc je sais pas, je peux peut-être aller regarder le nom de la rue. Ouais, par exemple. Pour savoir où je suis. Pendant 1 heure, les futurs participants à ce jeu virtuel devront se déplacer dans les rues de la ville pour travailler leur capacité de décision et d'autonomie. Un exercice nécessaire pour faire face aux troubles de l'organisation et de la mémoire provoqués par la maladie. C'est vraiment des choses du tout petit quotidien, mais qui sont extrêmement invalidantes quand on ne sait pas y faire face et les gérer. J'ai plusieurs choses à faire, comment je vais gérer ma journée, ne pas acheter le poisson surgelé en début de journée alors qu'on va être sorti pendant 2 heures, par exemple. Voilà, on arrive... Dans notre parc. Voilà. Ça fait penser un peu aux eaux de Vincennes, non? C'est le rocher. Ouais, on ça fait s'attend à penser. voir un ours. Le jeu, ça permet de tenter des choses dans le monde virtuel qu'on n'oserait pas tenter dans la vie de tous les jours. J'ai pas peur de me perdre, alors que dans la vraie vie, ce serait très déstabilisant. Je paniquerais, je saurais plus où aller. Tandis que là, je peux vraiment prendre le temps de me tromper. Grâce au conseil de Philippe, les soignants pourront améliorer le jeu et plus tard, développer d'autres situations du quotidien en réalité virtuelle. La ville n'est pas oppressante, il y a beaucoup d'espace. Ouais. Il n'y a pas trop de monde sur les trottoirs. Est-ce que ça, ce serait bien d'en rajouter, à ton avis? Peut-être que justement, on pourrait en rajouter progressivement, rajouter du trafic, rajouter des difficultés. Ouais. Enfin, quelque chose qui ressemble plus à une ville actuellement. Ouais. Par exemple, il n'y a pas de voiture sur les routes. Ouais. Donc on peut traverser hors clou. C'est pas très grave. Hein? Ça y est, voilà que la ville décolle. Hop, c'est tombé de haut. Le jeu fait une bouffée délirante. À Montpellier, l'équipe du Dr Rintaud organise elle aussi des projets personnalisés de retour à la vie active pour les patients. L'idée est de les aider à faire la transition entre le centre médical et la vie sociale. Le suivi par le psychiatre, il est hyper important, parfois, à mon sens, parfois plus que le traitement médicamenteux qui permet de stabiliser des symptômes. Une fois que la pathologie est stabilisée, il faut les accompagner, les aider à vivre avec cette maladie, pas contre elle, mais plutôt avec elle. On est un petit peu à un carrefour dans le fait qu'il déménage. On ira faire en cours des courses avec lui, acheter des micro-ondes, de la vaisselle, du linge de lit. On fera aussi le programme d'adaptation cognitive, justement, pour pouvoir commencer sur des bases saines. Oui, parce qu'on a vu sur le dernier appart, c'est compliqué. Alors qu'il peut être autonome, hein. Du coup, il faut qu'on arrive à mettre en place des choses simples, de rangement, de vaisselle. Là, c'est l'occasion, hein. Il a un appart tout neuf. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sans qu'on ait changé le traitement, du coup, parce qu'il ne l'a pas eu encore. Hein. Ok. L'idée, c'est que quand la maladie s'est déclenchée chez ces patients, ils étaient dans leur cycle de vie normal. Hein. Il y en a qui allaient commencer des études, il y en a qui allaient se marier, il y en a qui avaient prévu de voyager, et d'un seul coup, tout s'arrête. Donc il y a les hospitalisations, les symptômes. Et finalement, quand on commence à stabiliser les choses, de manière très naturelle, ils ont envie de reprendre en fait ce cycle de vie là où il s'était arrêté en quelque sorte. L'idée, nous, c'est de les accompagner le mieux qu'on peut, sans forcément mettre de limites. Une fois par semaine, un infirmier de l'hôpital de jour organise des randonnées en pleine nature avec quelques patients volontaires pour sortir du cadre hospitalier.
On va effectuer ensemble la randonnée du sentier des Garrigues. Ce parcours fait à peu près 5 km. Il est un peu vallonné. On va pouvoir pique-niquer et profiter de l'instant présent. Du coup, vous avez pris votre pique-nique. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Non, c'est bon, oui, il y a déjà du produit laitier dedans. Non fromage, mais... Eh bien, sinon, on peut prendre un fromage supplémentaire, ça vous dit? Bon, il y a déjà quelque chose dedans. D'accord. Fais attention, Vous voulez prendre quelque chose de plus? je veux le jus de fruits. Vous voulez le jus de fruits? Allez. Je le prends maintenant? Allez. La schizophrénie se traduit souvent par un retrait social. Un symptôme que les sorties en pleine nature visent à combattre en favorisant les interactions entre les participants. La communication est différente quand on est à l'intérieur de l'hôpital entre un soignant et un patient. Effectivement, il y a la blouse blanche et donc les statuts et les rôles ne sont pas les mêmes. À l'extérieur, finalement, on reprend la vie normale, entre guillemets, puisqu'on se retrouve entre deux personnes, finalement. Grâce à ces moments un peu, on va dire, intimes, de partage, ils arrivent à créer des liens en dehors, mais sans la présence des soignants. Donc, ils deviennent même amis. On peut le dire, c'est de l'amitié après. Et il y a une forme de fidélité entre eux, comme si finalement l'hôpital avait scellé des liens quelque part. Loin des murs de l'hôpital, les stéréotypes tombent et les langues se délient. Ici, chacun se sent libre d'exprimer ce qu'il ressent. Moi, parce que j'ai été hospitalisé une fois, même deux fois, bref, j'avais beaucoup d'a priori sur les hôpitaux psychiatriques, sur la façon dont on traite les patients. Je pensais que c'était très, très fermé, un peu la maison des fous, quoi. Mais en fait, pas du tout. Même là-bas, c'est quand même assez humain, même si des fois c'est un peu strict, parce qu'on on veut pas trop sortir parce qu'on a besoin d'être soigné, quoi. Mais c'est quand même pas la prison non plus, quoi. Ça vous amène quoi, la nature? Du calme. Du calme. Ah, La sérénité. la sérénité. Moi, ce que je vous conseille, si je peux me permettre de vous conseiller, parce que c'est de profiter effectivement de ce calme, de cette sérénité, et puis de trouver un maximum de plaisir, d'utiliser tous vos sens, la vue, vos oreilles, etc., pour profiter de ce paysage, de ce panorama. On part et on arrive tous ensemble dans la bonne humeur. On prend pas les petits chemins de gâteau comme ça? Ah non, on va pas se perdre, on va essayer de rester sur le chemin, c'est ça aussi qui est important. Et tenir la distance, quelle que soit la difficulté. La maladie est laissée de côté. On ne parle plus de soignants ni de patients, de dépression ou de traitement. C'est une nouvelle façon d'aborder le quotidien qui est proposée. L'ambiance, le cadre, l'environnement finalement fait partie du soin aussi quelque part, parce que se sentir bien quelque part, c'est aussi avoir un point positif pour avancer dans son rétablissement, qui est une compréhension un peu entre le soignant et le patient, de telle manière à ce qu'il y ait la motivation, l'envie d'avancer. Et tout est basé là-dessus finalement. L'alliance thérapeutique, c'est la rencontre, c'est se connaître, et puis ce vers quoi on se dirige. Donc je pense que c'est là que ça va commencer à monter. Donc là, il faut bien travailler son souffle. Allez, le physique est important, aller face à la difficulté, et puis le fait de rester ensemble aussi. C'est l'entraide, c'est savoir aider l'autre, et apprendre finalement à vivre ensemble. Et je crois que c'est important si on veut créer à l'extérieur des interactions et tisser des liens. Lors de ces moments d'échange, plus que la maladie, c'est la question du regard de la société qui revient rapidement au centre des discussions. Le mot schizophrène, quand on l'utilise dans les médias, dans le langage courant, on dit c'est quelqu'un qui a une double personnalité. C'est un peu comme des tueurs en série. C'est pas du tout ça en fait. C'est autre chose. C'est une fausse définition de ce qu'on a. Enfin, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre de la maladie. Vous êtes une personne avant tout. Et vous n'êtes pas une maladie. Et c'est ça, en fait, toute la stigmatisation, finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'avant tout, vous êtes une personne avec une histoire et un vécu. Et c'est ça le plus important. Et ce que vous avez appris sur vous, finalement,
à travers la maladie? Qu'est-ce que vous avez appris de plus? J'ai appris quelques trucs, sur comment la combattre, et comment faire face quand on est un peu paniqué ou quand on est un peu... D'accord. Voilà, j'ai encore des choses à apprendre, je crois. Ok. Donc vous avez appris à vous connaître et savoir comment vous réagissiez et comment la maladie arrivait justement pour avoir des stratégies derrière. Voilà. Finalement, c'est ça qu'il faut faire. Vous avez raison et je vous félicite d'ailleurs pour ça. Merci. C'est une maladie dans laquelle on peut avoir une capacité de rétablissement, une capacité de réinsertion dans le monde, une capacité de reconstruction de sa vie. Et donc, quand on annonce un diagnostic, il faut essayer de communiquer une perspective qui est une perspective, si elle n'est pas optimiste, en tout cas pas effroyablement pessimiste, et qui témoigne des capacités et des possibilités qu'on a. Le travail d'accompagnement des patients souffrant de schizophrénie vers une plus grande autonomie est essentiel. Une fois par semaine, Philippe participe à des ateliers thérapeutiques. D'apparence ludique, ces activités lui permettent pourtant de travailler sa mémoire, sa concentration et lui redonnent confiance en lui. C'est un moment de soins, d'accompagnement et de travail pour ouvrir vers autre chose, vers une place dans la société. Il y a encore l'idée qu'on occupe les patients, etc., alors que c'est pas... ça fait partie de notre prise en charge, la partie occupationnelle, mais c'est loin d'être le principal de notre travail. On va accompagner le patient pour se reconstruire, on va lui permettre de retrouver cette énergie qui lui manque, de comprendre aussi ce qui se passe. C'est un travail de reconstruction psychique du patient. Tu colles un petit peu comme ça vient ou... J'essaie de mettre un mouvement. Je colle pas simplement des carrés, je colle aussi des petits bouts. Chaque morceau est taillé sur mesure. La mosaïque, ça me permet de tout oublier, au fait, de plus avoir du tout la notion du temps, d'être absorbé par quelque chose, de créer quelque chose aussi, c'est important, quoi. En partant de rien, de morceaux de mosaïque. Parce qu'avec la maladie, on est souvent éparpillé dans tous les sens et on tente de se reconstruire. La mosaïque, c'est un peu pareil, c'est des bouts, des mots qu'on assemble ensemble, qu'on met ensemble pour créer une unité, pour recréer un tableau. La mosaïque, c'est un peu une métaphore de ma vie, quelque part. Essayer de se reconstruire, de recoller les morceaux, quoi. Voilà. Une reconstruction que tous les patients espèrent et tentent, chacun à leur manière, pour enfin retrouver une place dans la société. Le XXe siècle a été le siècle où on s'est intéressé aux pathologies cancéreuses et aux pathologies cardiovasculaires. Pour moi, le XXIe siècle est le siècle des pathologies mentales, le siècle du cerveau. À partir du moment où la cible sera identifiée, l'espoir est permis qu'on trouve, avec des médicaments et des approches thérapeutiques connues dans les laboratoires, dans les hôpitaux, depuis de nombreuses années, qu'on puisse trouver la bonne thérapeutique pour les patients. Nous espérons que des traitements préventifs pourront voir le jour et qu'au lieu de traiter les patients, nous éviterons qu'ils ne développent une schizophrénie. La société française devra elle aussi évoluer pour mieux accepter ces 600 000 personnes atteintes de schizophrénie et leur offrir une réinsertion personnelle et professionnelle fondamentale à leur mieux-être. C'est vraiment un défi majeur d'expliquer à l'ensemble de la population, quel que soit l'âge, que ce n'est pas une maladie dangereuse, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre bien toute sa vie. Malgré les crises, malgré les symptômes qui peuvent réapparaître, je continue à avancer, quoi. J'ai une envie d'harmonie et j'ai une envie d'apaisement après des années de tourmente avec la maladie. Je pense qu'il n'y a aucune maladie dont on revient comme avant. Quand on fait une fracture, on garde la cicatrice de la fracture. Quand on fait un infarctus du myocarde, on a un petit bout de notre cœur qui ne fonctionne pas de la même manière. La schizophrénie, c'est la même chose. Il faut garder en tête qu'on se rétablit, qu'on peut garder ses qualités, garder son individualité, garder sa personnalité, et que le travail consiste à ne pas résumer les gens leur maladie et à permettre qu'on puisse progresser par rapport à ça.